dès l'école, une grande feuille se fane rapidement. Au lieu de disparaître, notre héros revient à son endroit préféré, la salle d'art de l'école. Là, une de ses propres peintures apparaît mystérieusement. L'incident datait déjà d'une semaine. À l'intérieur de la peinture, G.O. est constamment traîné. L'écoulement du temps y est déformé, si bien qu'il ignore la durée exacte de son séjour. Pourtant, il parvint à déceler quelques règles basiques de cet univers étrange. La ruelle initiale se trouve. Chaque chose qu'il crée prend vie. Une bague d'alcool, des couteaux, des spatules, des fleurs, et even des arbres sont soudainement apparus vivants. Grâce à cette compétence, il n'éprouve jamais le besoin de s'inquiéter des grossièretés à nouveau. Cependant, cette force n'a qu'une majorité étroite, elle ne s'applique pas aux humains. Il considère cette personne uniquement comme un corps inerte, incapable de prendre vie en tant qu'humain véritable. Une fois cette capacité saisie, Gio obtient la deuxième règle. Un cadre énigmatique accroché à un arbre lui donne accès à l'université. Au-delà de la peinture, il peut même perdre vie, lors d'une des visites. Il réalise que plus de 3 décennies se sont écoulées depuis l'incendie de l'école. Aujourd'hui, le monde est totalement transformé et envahi par des monstres. Ne parvenant pas à s'ajuster à cette ère nouvelle, il décida de demeurer dans le tableau, convaincu qu'un portrait réside à l'intérieur de son cadre. Au fil du temps, Géo s'attelle à la 3e ruelle, la peinture contenue dans cette œuvre s'est développée en un système autonome complet, il suffit de peindre une chaumière et une forêt. Il y a désormais des plantes et des points de repère qu'il n'a jamais conçus, ils existent à présent. Le seul être vivant ici est également épris de lui. Étant enfermé dans son artwork, il le considère instinctivement comme leur créateur. Plus tard, en cherchant, Géo tombe sur la 4e ruelle. Ce n'est pas une allée forestière, mais un phénomène lié à se réveiller suite à la grande catastrophe. Aujourd'hui, dans le monde d'Earth, ils sont nommés les Hunters. Gio comprend qu'il est devenu pareil. Dans la peinture, et perçoit sa vie comme un jeu de simulation apaisant où il contrôle les ingrédients. Il cuisine ses repas, mange sainement, se repose paisiblement, sans devoir travailler, il atteint le bonheur le plus complet qu'il puisse concevoir. Depuis que Gio est devenu professeur, il n'a jamais eu l'occasion de profiter de la cuisine. Aujourd'hui, il se félicite d'avoir préparé et dégusté ses repas, célébrant ce qu'il qualifie d'une existence centrée autour d'un déjeuner de 3 heures. Gio finit par tomber sur la ruelle finale. Il s'est fondu dans la peinture. À cet instant, son identité s'éveille pleinement. Gio fait son entrée en tant que protagoniste principal. Dans la peinture, Gio a instauré une passion pour l'art. Le lieu était si paisible qu'il n'aurait jamais cru y vivre pour le reste de ses jours. Parallèlement, hors du monde, 2 individus découvrent l'art de la peinture. Leur surprise fut immense face à un incendie géant, sans aucun marque en vue. Le titre inscrit sur le portrait de Géo a également été repéré par eux. Suite à l'examen, ils ont déterminé que le titre validait bien qu'il s'agissait d'un objet, ils ont pris en compte la découverte faite dans une école abandonnée nichée dans les montagnes de la province de Gangwon, cet objet était le seul à être entièrement intact. Ils étaient persuadés que cela venait du donjon. Incroyablement, bien qu'il s'agisse d'une nouvelle découverte, ils ont rapidement divisé la peinture, ils ont demandé si une aide était nécessaire pour le pillage, pourtant, ils étaient sûrs que le membre de la guilde des collectionneurs aurait offert une lourde récompense pour cela. Attirés par l'idée de s'enrichir, ils ont amené la peinture. Géo poursuivait son existence avec joie. La peinture s'est brusquement déplacée toute seule à l'entrée. Le tableau avait déjà été déplacé dans une galerie de collectionneurs avant qu'il ne réalise ce qui venait de se passer. Peu après, un homme est arrivé avec la. Elle a déposé la peinture sur la main de sa maison. Son identité refit surface, Sabéol, un chasseur de classe et chef du groupe collecteur Guild. Plus tard, l'histoire fait une pause, Sabéol se demandait pourquoi il avait dépensé autant d'argent pour acquérir un unique portrait. Sabéol précise que le tableau représente l'association Hunter Kia. Il est mort en essayant de l'acquérir. Il réfléchit aux événements qui ont eu lieu il y a 31 ans, lors du désastre massif, des dimensions extraordinaires ont fusionné avec la Terre, entraînant des donjons qui ont dérouté les monstres, l'humanité a subi des ravages dus à une interférence divine, ce qui a conduit à la formation d'un système qui a étonné les humains en évitant l'extinction. Il évoque ensuite une figure clé pour l'humanité, Danera, la présidente de l'association des Hunters. Elle n'avait aucun intérêt à accumuler les objets ni à relancer les monstres, mais elle a constamment fait grimper le coût de la créature à 2000 pour ce portrait. À l'écoute de cela, l'assistant fut totalement bouleversé. Sabiol se met à s'interroger sur ce qui rend ce travail si unique, malgré son évaluation de compétences, il n'a pas réussi à récolter d'informations à ce sujet,
rendant l'existence d'un tel objet difficile à croire. Reconnaissant son erreur, l'assistant avoua que ses compétences ne suffisaient pas pour identifier le portrait authentique, il présenta ses excuses pour son jugement hâtif, Sabiol répondit qu'aucune excuse n'était nécessaire, car il comprenait la situation. En fin de compte, il ignore totalement ce qu'un portrait représente réellement. L'histoire revient ensuite au temps présent, alors qu'il s'occupe de peindre. Sabiol est impressionné par le travail d'une habileté remarquable derrière cette œuvre. Pour lui, si un être humain en est l'auteur, son talent dépasse largement tout ce que l'on peut imaginer, même dans le cas contraire, sa conclusion resterait inchangée, on a l'impression qu'un être vivant a été enfermé dans ce portrait. Élevé, animé par une énergie stupéfiante. C'est alors que Gio ouvre brusquement les yeux depuis l'intérieur du tableau. Le site n'attendait pas et tombe sous le choc de Sabiol. Pendant un court instant, Sabiol a l'impression d'être immergé dans une église ornée de teintes mesurées, évoquant un cosmos vivant. Peu après, Gio prend soin de ses yeux encore une fois. Sabiol, voyant cela, se persuade davantage du caractère exceptionnel de la peinture. Son talent, bien reconnu, restant impossible à reconnaître, n'a fait que raffermir sa conviction. Parallèlement, Gio, l'homme piégé dans la toile. C'est d'une horreur absolue. Il réfléchit calmement à sa situation, même à l'intérieur de cette cabine, il sent déjà que sa vie est menacée. Il avait remarqué que le scénario au-delà de l'entrée avait été modifié récemment, pourtant il n'avait jamais attendu que quiconque engage une conversation avec lui. Sabéal, au-delà de la peinture, salue poliment le portrait et entame une conversation. Gio s'entraîne de manière extrêmement malheureuse, preuve claire de son incompréhension. Depuis l'intérieur d'un édifice somptueux, Gio regarde au-delà de l'entrée, il comprend que la toile se trouve dans un bâtiment particulièrement luxueux, le quartier intérieur s'intéresse profondément à la galerie et à ses caractéristiques. Gio commet une erreur en accomplissant cela. La seule liaison du cadre avec l'extérieur du monde est son entrée, s'il commence à gérer ce qui est externe, le trône pourrait rapidement le remarquer. Il craint que le portrait ne soit confondu avec un tableau maudit et brûlé, pour lui, le monde extérieur ressemble désormais plus à une plaisanterie qu'auparavant. Sans recevoir de réponse, Sabiol suppose qu'on s'approche bientôt, il choisit de patienter jusqu'au lendemain. Je reviens sans faute demain. Cela ne fait qu'accroître le stress de Gio. Au fil des jours, la sérénité de Gio dans la peinture débute chaque fois avec un nouveau plat savoureux. Ce jour-là, il choisit de préparer du thé avec les fleurs et les fruits qu'il avait auparavant sélectionnés, cependant, il s'aperçoit qu'il lui manque une théière. Il ne fait que s'occuper d'une seule. Dès qu'on le prépare, le thé prend vie. Il se met doucement à dévier. Il appuie une tasse de thé, ce qui devient l'une des nouvelles passions qu'il découvre grâce au lac, où l'employé commence à s'adonner à la peinture. En se servant des dispositifs délicieux raffinés, il débute la préparation d'une infusion médicinale. Selon ce système, ce thé aide à stopper les pleurs tout en renforçant l'immunité. Gio, en fin de compte, ne peut pas constater ses effets sur lui-même. Depuis qu'il a dû peindre, son corps a entièrement cessé de répondre à ses besoins physiologiques essentiels. Il peut encore se déplacer, manger et dormir, sans jamais ressentir de chaleur, ni manquer d'eau, ni souffrir, et il n'a plus besoin de son bâton. Tomber accidentellement dans une peinture l'a changé en une créature bien loin d'un humain ordinaire. Le fait que ce soit brillant indique aussi qu'aucune peinture n'a été appliquée, pourtant, ce n'est pas ce qui pose le plus souci à sa main. Soudain, la voix de Sabiol parvient jusqu'à lui à travers la toile. Gio s'aperçoit que cela fait déjà 11 jours depuis la première tentative de contact de Sabiol. Gio apprécie le comportement chaleureux de Sabiol, visible dès l'entrée, montrant Sabiol comme globalement digne de confiance et sûr. Pourtant, répondre continue de sembler excessif. Au-delà du tableau, Sabiol confesse qu'observer une silhouette cligner simplement des yeux à l'intérieur du cadre a été exaspérant, car il aspire profondément à un dialogue, il se demande si ses offrandes ne sont pas à la hauteur, en y réfléchissant davantage. Il soupçonne que le sacrifice typique pourrait être un humain imparfait ou peut-être un être seulement partiellement parfait. Découvrir des pêcheurs dans le monde d'aujourd'hui est simple, il promet de fournir le type de pêcheur que Gio recherche. Toute demande liée à des objets, des accords ou des conditions sera accordée, jure-t-il, à la seule condition d'obtenir une réponse. Entendre tout cela ne fait qu'intensifier la pression sur Gio, il est convaincu que répondre ne serait ce qu'une fois conduirait à un avenir ingérable. Sabiol reste déterminé à ne pas abandonner et commence à se demander si le problème réside dans la barrière de la langue, il se rappelle avoir déjà tenté de communiquer dans 27 langues différentes, mais aucune réponse n'est venue. Pendant ce temps, Gio découvre par le personnel de la galerie que Sabiol est en réalité l'héritier de l'un des 3 grands conglomérats de l'université Saint-Coréa. En entendant cela, Gio se demande pourquoi quelqu'un de si influent choisirait de s'entraîner ici au lieu de se concentrer sur son travail.
Pour la dernière fois, Sabiol s'enquiert si Géo refuse vraiment toute conversation avec lui. Géo demeure intact et indemne. Face au silence économique, Sabiol choisit de se résigner. Avant de partir, il assure qu'il reviendra bientôt. Après s'être abandonné, Géo réfléchit au comportement de Sabiol, aucune méchanceté ne semble émaner de lui, et il ne lui fait aucun tort, car il paraît être une personne bienveillante, bien que cette vigilance permanente soit épuisante sur le plan mental. Géo est persuadé que Sabiol ne pourra pas poursuivre ainsi indéfiniment, tel qu'il était aujourd'hui, il risque fort de s'éteindre un jour avec fierté, lorsque ce moment surviendra, Géo envisage d'agir avec lui. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que Sabiol puisse en conclure que le portrait ne peut être négocié et y mettre le feu, Géo est incertain quant au destin du monde contenu dans la peinture s'il venait à être détruit. Être brûlé vif n'est pas une chose qu'il prévoit d'endurer, par-dessus tout, reprendre le contrôle de sa seule issue est sa priorité. Le décor change à nouveau pour le monde extérieur. Une femme examine plusieurs objets avec le plus grand soin. Au moment où elle repère le portrait. En un éclair, elle s'arrête, prise au dépourvu. À cet instant, elle a senti quelqu'un se tenir juste derrière elle. Se retournant, ils ont découvert un homme demandant discrètement à parler. Parmi les principaux collecteurs de guildes de Corée du Sud, l'un possédait une galerie privée. Sabiol possédait la galerie, qui était exclusive à environ 300 chasseurs-curateurs agréés et invités achetant de l'art. La guilde a reçu la visite d'un mystérieux inconnu qui est entré dans l'ascenseur. Un employé lui a parlé de rumeurs de fantômes, l'employé a expliqué que, sur la base de l'épisode 5, la galerie avait acquis 17 compétences au cours des 2 dernières semaines. Sabiol, le chef de guilde, rassembla tout ce qu'il jugeait être de l'art, même si le véritable art venait de la nature, un monstre provoqua des dégâts dans la galerie, causés par les créatures présentes à l'intérieur. Yuxion, un chasseur de classe A et collectionneur-curateur, était en réalité l'homme mystérieux, chargé de veiller sur le peuple de l'eau, il a découvert que les événements dans la galerie ne se produisaient pas habituellement, mais ils ont donné lieu à plusieurs compétences inhabituelles. L'employé précisait que le guilde avait stoppé les roumages extérieurs, puisque l'incidence était restée limitée en échelle, contrôler ces données s'est avéré simple. Toutefois, il n'y avait aucune assurance que cette situation demeurerait heureuse indéfiniment, dès qu'il entendit cela, Yuseong comprit aussitôt que beaucoup de temps était consacré à l'entraînement, pourtant, il avait déjà l'habitude de gérer ce genre de circonstances. Il a accepté la mission puis a demandé les consignes à suivre. La fiabilité de l'employé a été reconnue. Yuseong a exprimé ses remerciements, appréciant sincèrement d'avoir été choisi comme gestionnaire administratif des guildes. Yuseong a confirmé que c'était vrai après que l'employé a mentionné qu'il avait auparavant dirigé l'équipe de recherche de l'association des Hunters. Lorsque l'employé en a parlé, il m'a rappelé que toute l'association s'était tournée vers lui. Yuseong a précisé que son objectif était d'éviter d'attirer l'attention, acceptant son choix. Choisissant de ne pas le pousser plus loin, l'employé a reconnu que c'était malheureux mais a souligné que laisser circuler des rumeurs sur la galerie pourrait nuire à la réputation de la guilde, tout avait déjà été signalé au chef de la guilde, et des plans de contre-mesure étaient en cours, de plus, les témoignages liés à l'incident du fantôme avaient été recueillis et compilés. À partir de la semaine prochaine, chaque membre de l'équipe participera à des séances de formation sur la sécurité. Yuseong a débuté la lecture du rapport d'enquête, le premier site a enregistré une arrivée à 4h32 du matin, parmi les membres de l'équipe, le premier à intervenir était un jeune homme de 24 ans nommé M. Kim, sans antécédents médicaux sérieux et au niveau d'attention habituel, cet équipier mesurait environ 188 cm, possédait une silhouette athlétique, une peau claire, des yeux bleus et portait une casquette bleue, le rapport indiquait que l'ensemble des témoins décrivait l'apparence. De manière identique, tous confirmaient également que le fantôme était d'une beauté saisissante, un portrait robot a été élaboré suite aux avis du personnel du parc, qui affirmait avoir des critères très rigoureux, plusieurs traits communs ont été relevés dans le rapport, les témoins trouvaient impossible d'entrer en contact avec ce fantôme, malgré l'absence de regard direct, tous affirmaient son charme remarquable, l'esprit semblait totalement immobile, même lors des échanges verbaux, aucun bruit de pas ni autre son ne se faisait entendre, la seule chose perceptible était sa voix. Yuseong a remarqué une grande cohérence dans les rapports, il en a déduit que le monstre s'était manifesté comme l'une des pièces des galeries. Cependant, il ne s'est pas soucié de prouver son propre être, il trouva particulièrement surprenant que le créateur ait agi si fréquemment sans provoquer une seule coïncidence. Depuis des années, les monstres sortis d'un donjon avaient toujours respecté une certaine hospitalité envers les humains, sans jamais déroger à cette règle, de la même façon, tous ceux venus d'autres dimensions avaient montré un comportement identique. Si ce type de monstre avait jamais vécu, cela aurait fait la une des médias internationaux autrefois. Si le public arrivait à maîtriser cette technique,
l'organisation Hunter finirait sûrement par être arrêtée et traitée comme un sujet d'étude. Poursuivant la lecture, Yu Zion découvrit un fait surprenant, le rapport indiquait que le fantôme avait offert des cadeaux. L'employé racontait que lors d'une première rencontre avec le fantôme, celui-ci s'approchait calmement et essayait d'engager une conversation normale, en se comportant comme s'il était un humain ordinaire. Personne ne croyait réellement qu'il l'était, bien qu'il ait cherché à l'être. Malgré tout, son comportement donnait souvent l'impression d'une présence humaine. Suite à l'introduction, le fantôme a calmement proposé d'échanger leur nom avec un membre du personnel. Il s'est présenté comme Sao Jio. Yu Xiong'un a observé que même si la tension de l'inquiétude était présente, il a réussi à se connecter avec la communauté, et le fantôme a calmement poursuivi le dialogue. Les échanges restaient tout à fait normaux, aucune question personnelle n'a été soulevée. Chaque fois que quelqu'un hésitait à révéler son identité, le fantôme ne le pressait jamais. Une fois la conversation entière terminée avec succès, le fantôme a présenté aux membres du personnel un cadeau. Yu Xiong, un photographe de bonbons, gâteaux, biscuits et autres douceurs, a été aidé par les employés. Yu Xiong'un a été interloqué, difficile de penser qu'un enfant ait eu un comportement à la fois étrange et familier. Dès le début, il a voulu savoir si les objets avaient été examinés. L'employeur a précisé que le chef de guilde, Bisabeol, avait prévu d'accueillir plusieurs prisonniers, ce qui donnait à la guilde la possibilité de débuter aussitôt les tests des cadeaux. Yu Xiong'un a découvert de manière inattendue que le chef de la guilde avait acheté des détenus de la prison. Il s'est demandé si les cadeaux étaient contaminés. Au lieu de cela, l'employé a révélé complètement l'opposé, les cadeaux agissaient en tant que remède. Certains agissaient comme des remèdes contre l'anémie, tandis que d'autres jouaient le rôle de remède pour la digestion. Il y avait des guérisseurs spécialisés contre les fièvres, des praticiens luttant contre la diarrhée, et bien d'autres encore. Chaque don correspondait précisément aux besoins médicaux de l'équipe bénéficiaire. Pourtant, même les chercheurs ne comprenaient pas comment un simple aliment pouvait avoir des propriétés médicales aussi impressionnantes. Plus nous l'étudions, plus cela devenait complexe. Pourtant cela pourrait révéler l'état physique des êtres vivants. De plus, cela pourrait permettre la création d'objets conçus pour reproduire directement ces conditions. En plus, il a contourné les dispositifs de sécurité de la guilde et a réussi à se faufiler tel un objet d'exposition dans la galerie. Cela prouve qu'il possédait également d'excellentes capacités de dissimulation. Yu Xiong a déterminé que l'auteur était probablement un monstre d'une taille énorme. L'employé reconnaissait avoir une forte rancune envers les humains, ce qui rendait la situation terriblement complexe. Yu Xiong avait presque une préférence pour le monstre lorsqu'il était en pleine frénésie destructrice. Un adversaire brutal aurait été bien plus simple à maîtriser. Par ailleurs, le guilde constatait qu'il ne parvenait pas à dompter le créateur, mais également qu'il ne pourrait pas triompher de lui. Yu Xiong a médité sur le fait que la bonne volonté née parmi les civilisations d'un donjon pouvait souvent devenir la chose la plus effrayante imaginable. Au cours de 11 années, de nombreux pays ont envoyé des messages diplomatiques visant à se connecter pacifiquement avec une civilisation trouvée au plus profond d'un donjon. En fin de compte, chaque envoyé qui s'y est aventuré est revenu vivant, bien que grotesquement défiguré. Dans cette civilisation, le corps humain ordinaire était considéré comme inadéquat. Dans l'intention d'aider, ils ont amélioré le physique des délégués. Cet événement a finalement révélé une vérité indéniable. Une créature née dans les donjons sera à jamais considérée comme un monstre. À partir de ce moment, tous ces êtres ont été officiellement étiquetés comme des ennemis. Au moment où il accepta la mission, Yu Xiong comprit que gérer ce gamin serait une tâche ardue. Ce type d'enfant, lié aux incidents, était précisément sa spécialité. L'employé l'a traité avec soin. Yu Xiong, modèle de rigueur, expliqua que sa tâche était simplement de gérer l'incident ainsi. L'employé m'a rappelé un dernier détail tout juste avant l'arrivée du gosse. L'incident a débuté dès que l'employé s'est réveillé, tandis que Bisabeol, chef de guilde, exposait le portrait de haut niveau 5 du sous-sol. Yu Xiong'un s'est dirigé vers le sous-sol. Des souvenirs de multiples discussions avec Bisabeol lui sont venus à l'esprit. Maintes fois, le chef de guilde lui confiait la supervision de nouvelles expositions. À chaque occasion, Bisabeol l'appelait pour assumer un nouveau rôle de gestion. Yu Xiong'un a réalisé à partir de ses souvenirs que c'était bien plus qu'un simple surcroît de travail. Nerveusement, il sortit une sucette de sa poche et il a commencé à manger, ayant admis que la nourriture était désormais complètement assurée. Quelques instants plus tard, l'ascenseur atteignit le niveau inférieur de l'épisode 5, le curateur Yu Xiong'un lança officiellement la quête du portrait de Géo. À 4h29, Yona atteignit l'endroit célèbre pour la présence du fantôme. Juste devant lui, le fantôme s'est adossé. Ses données biologiques correspondaient aux données qu'il possédait déjà. Il a déterminé que cette existence était une entreprise consciente du regard des autres, capable d'agir uniquement selon des directives ou des restrictions spécifiques. Il a jugé la seconde option plus plausible car elle ressemblait à un humanoïde. Ses apparitions se produisaient de manière imprévisible.
Avoir l'opportunité d'en être témoin tout de suite semblait incroyablement chanceux. Pour le moment, il choisit de regarder et de confirmer les informations existantes. Une fenêtre système est alors apparue, indiquant que la compétence d'ajustement des sons environnementaux s'était activée. Il s'est rappelé comment tous avaient dit que la bête se déplaçait sans un bruit, ce qui lui avait valu le nom de fantôme. Pourtant, il a remarqué qu'elle faisait du bruit lorsqu'elle était poussée par la faim. Il semble que des oiseaux gras se soient heurtés violemment entre eux. Pour un élément mesurant 188 cm, le son s'est révélé parfaitement installé. En poursuivant son observation, il aperçut un humanoïde qui admirait calmement l'œuvre d'art. Sur cette flore, les objets exposés étaient si dangereux qu'un simple contact, même par curiosité, risquait de provoquer un accident sérieux. Cependant, le créateur n'a jamais interagi avec rien, il se contentait juste d'observer les affichages, que ce soit l'art, le temps écoulé ou la recherche d'un objet utile, il était impossible de déterminer ce qui l'intéressait vraiment. Pour montrer plus d'intelligence, il doit changer son comportement. Finalement, leurs regards se sont croisés. Lorsqu'enfin leurs regards s'élèvent, Xiong'an a ressenti une peur intense. Il avait l'impression qu'un secret brillait dans ses yeux, le créateur commença alors à s'éloigner. Cependant, il remarqua bientôt qu'il s'était en réalité dissimulé derrière le portrait qui se tenait juste devant lui. Toute cette épreuve l'a rendu fouet. Sans aucune raison, il a regretté d'avoir provoqué cela. Géo a conclu la première journée de son exploration des portraits. Le monde de Géo est ensuite devenu le centre d'intérêt, où il a médité sur les événements qui s'étaient déroulés. Il s'est interrogé sur la raison de la dissimulation de l'homme. L'homme, pensait-il, avait probablement peur de lui. Pas un seul membre du personnel ne restait, chacun fuyait en le repérant. Bizarrement, il semblait maintenant que c'était lui qui avait fui depuis le début. Il persistait à se comporter telle une figure de malchance, il pensait qu'il se leurrait si ses capacités continuaient à progresser, pourtant, il avait la conviction profonde que cet homme reviendrait un jour. Vers l'après-midi, Géo est rejoint par plusieurs lapins. Cependant, quand il a tenté de les attraper, ils s'en sont enfuis. En les regardant partir, il a décidé d'avoir bientôt un animal à lui. Jour suivant, Géo entamait la deuxième journée de l'exploration des portraits. Xiong'an s'est à nouveau arrêté devant le portrait de Géo, réfléchissant à leur dernière rencontre. Il pensait que la créature aurait entièrement disparu après avoir fui la veille, alors repérer le portrait intact lui a apporté un sentiment de réconfort. Enfin, il a senti que la véritable enquête était prête à commencer, la créature qu'il avait rencontrée hier l'a convaincu que ce portrait représentait quelque chose de plus qu'un monstre typique. À l'avenir, il visait à découvrir les règles du portrait et à déterminer si les humains pourraient vivre à ses côtés. Bien qu'il fût juste là, les yeux plongés dans les siens, il percevait la force émanant de tout son être. Suite à la terrible catastrophe, des créatures monstrueuses sont apparues sur Terre, chacune portait des récits hors du commun que les humains devaient explorer et dissimuler. Aucune certitude n'avait jamais existé quant à leur capacité à s'entendre et à se protéger mutuellement, ainsi, les humains n'avaient d'autre choix que d'examiner ces créatures pour savoir si une coexistence était possible. Géo a pris l'initiative d'établir le contact et a exprimé son envie d'échanger. Xiong'an saisit cette chance sans la moindre hésitation, car il savait que dialoguer avec de tels êtres était devenu une méthode humaine essentielle pour perdurer dans le monde actuel. Alors que la discussion débutait, Géo analysait calmement le caractère de Xiong'an. Il a conclu que Xiong'an était quelqu'un de bien, cette prise de conscience lui a donné une haute opinion de Xiong'an. Ce qui a surpris Géo, c'était que l'homme conversait avec un portrait sans manifester la moindre peur. Xiong'an s'est d'abord excusé pour l'incident survenu la veille, Géo a compris que Xiong'an se souciait réellement de ses émotions. Dans un royaume où les géants prospéraient et les monstres égalaient les bâtiments, un portrait qui parlait et bougeait semblait tout à fait normal. Géo l'a rassuré en lui disant que les excuses n'étaient pas nécessaires et les a acceptées. Xiong'an a exprimé sa gratitude. Après quoi, Géo a demandé son nom. Xiong'an s'est arrêté pour peser la demande en profondeur, il s'est demandé si ce dialogue avait commencé de la même manière qu'avec les 17 personnes précédentes, conscient qu'un vrai nom détenait un pouvoir périlleux, il est resté prudent. Dans les accords qui unissaient les âmes, les noms revêtaient une importance cruciale. Au début, il s'est demandé si le portrait ne pouvait pas concevoir un accord particulier en utilisant son vrai nom, pourtant, compte tenu des directives que le portrait avait présentées jusque-là, il a décidé que divulguer son vrai nom ne le mettait pas soudainement en danger. Il se présentait en tant que Yu Xiong'an, après les présentations détaillées. Il s'est présenté pour lui poser toutes ces questions. Xiong'an avait déjà demandé s'il s'était connecté lui-même, en réalité, c'était Géo. Géo a confirmé que c'était vrai. Xiong'an a ensuite voulu savoir si cela voulait dire que Géo pouvait abandonner le portrait et rentrer chez lui. Géo a admis que c'était possible,
il a aussi remarqué la frustration de Xiong'un. Xiong'un comprit que sa surprise avait été manifeste, jamais il n'avait imaginé qu'une créature non humaine partagerait une donnée cruciale aussi spontanément. Il a reconnu qu'une réponse sincère n'était pas attendue. Selon Zhou, hier n'avait absolument aucune raison d'être. Xiong'un s'est interrogé sur ce qui se serait produit si ses motifs avaient été malveillants. Zhou a calmement admis qu'il avait déjà réalisé que Xiong'un était une bonne personne, Xiong'un était la réponse choisie, immédiatement, il a demandé à Zhou s'il pouvait distinguer les bonnes personnes des mauvaises. Considérer les résultats potentiels lui a également traversé l'esprit, même si un individu se tenant devant le portrait était jugé mauvais, il pensait que cette personne pourrait faire face à des conséquences bien plus graves qu'une simple négligence, Zhou l'a encouragé à continuer à poser ses questions. Xiong'un a mentionné l'énigmatique fantôme qui errait dans la galerie, laissant de précieux cadeaux sur son chemin, il a demandé si ce fantôme pouvait vraiment être Zhou. Pendant un bref instant, Zhou a gardé le silence. Xiong'un s'est senti mal à l'aise à cause de la réponse tardive. Zhou a pris un moment avant de se focaliser sur le mot fantôme, Xiong'un m'a dit qu'il était offensé que je sois allé lui dire, bien qu'il m'ait pardonné tout de suite. Zhou a finalement saisi la raison pour laquelle chacun se dirigeait constamment vers lui, il m'a confié qu'un portrait parlant pourrait bien être exploité pour quelque chose qu'un fantôme aurait laissé derrière. Cependant, il n'était en fait jamais décédé. Xiong'un est revenu à cette idée, concluant que Zhou devait exister sous forme de portrait depuis le tout début, pour y voir plus clair, Xiong'un m'a alors demandé pourquoi il avait demandé que je visite la galerie. Zhou a expliqué qu'il cherchait juste à connaître sa localisation, en tant que président, il remarque qu'il s'est brusquement figé en statue avant d'être exposé dans la galerie. Il reconnaissait que les quelques œuvres d'art éveillaient son attention. Il avait aussi cherché à découvrir quel genre de personnes œuvraient là-bas, comment elles menaient leur vie, leur nom, et même quel type de nourriture elles consommaient, malgré un monde transformé de façon si radicale, la solitude pousse inévitablement à rechercher des échanges. Pour survivre, il fallait entretenir une vie sociale, de plus, il désirait fuir l'étranger, source d'incompréhension. Ce qui a surpris Xiong'un, c'était que Zhou exprimait sa curiosité avec un ton posé et sensible, à ses yeux, l'intérêt que Zhou portait à la vie humaine ressemblait à la curiosité que nombreux monstres éprouvaient envers l'humanité. Zhou a précisé que cela s'appliquait particulièrement en évoquant une personne aussi courtoise que Xiong'un. Xiong'un a observé que Zhou paraît privilégier les personnes courtoises. Zhou a reconnu que, contrairement à la galerie Bright Red Leader, les membres de l'équipe s'engageaient dans un dialogue plus significatif. Xiong'un a rapidement compris que Zhou était en train de se rapprocher du chef de la guilde, Bisa Bayol. Zhou a raconté que le chef de guilde est allé trop loin, compliquant les échanges pour se tirer d'affaire. Xiong'un soudain comprit tout clairement. Il comprit que le chef de la guilde avait déjà attaqué Zhou, ce qui expliqua pourquoi Bisa Bayol approuva l'enquête en l'absence de nouvelles données. Zhou a choisi d'écarter le chef de la guilde comme quelqu'un de facile à tromper et a refusé toute conversation avec lui. Xiong'un pensait que le chef de la guilde ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour cette situation difficile, néanmoins, Xiong'un a présenté ses excuses pour le comportement du chef et a reconnu sa nature quelque peu excentrique. Zhou a répondu en disant que le chef de la guilde ne semblait pas malveillant, donc ce n'était pas un problème. À partir de cette réponse, Xiong'un a saisi une règle cruciale, le simple fait d'être impoli ne ferait pas de quelqu'un l'ennemi de Zhou, à moins qu'une véritable malice ne soit impliquée. Bien qu'il ait vu sans effort clair dans le jeu d'un chasseur de classe et ses chefs de guilde, Zhou est resté totalement calme, plus Xiong'un en apprenait, plus Zhou semblait énigmatique. Zhou a persisté en revenant pour lui poser toujours plus de questions. Xiong'un a ensuite posé une question au sujet du portrait, Zhou pourrait-il continuer à voir tout l'extérieur, même lorsque le portrait est actif? Xiong'un a demandé si Zhou avait bien regardé chaque personne dans le portrait, par ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi Zhou semblait si résolu à poursuivre son dialogue avec les humains. Zhou a précisé qu'il s'agissait moins d'observer les gens que de percevoir l'arrière-plan évoluer progressivement, il m'a rappelé s'être lui-même calmement observé depuis l'arrière pendant une longue pause. Une autre règle essentielle a également été mise en lumière, le portrait ouvrait ses yeux uniquement lorsqu'il désirait interagir avec le monde extérieur, il a vérifié ce comportement pendant un long moment, en essayant cela sur un mirage enfermé dans une salle nerveuse. À tout instant, le portrait est demeuré clos, offrant une perception saine du monde extérieur depuis l'intérieur. Depuis que Xiong'un s'est retiré à l'intérieur, Zhou n'a eu d'autre option que d'observer. Il a juste découvert des illustrations captivantes, un chien s'est rendu jusqu'au district de Xiong'un. Il a compris que, aux yeux de Zhou, les dessins ne représentaient pas leur propre image. Les véritables croquis représentaient des humains franchissant l'intérieur. Xiong'un a confessé que l'habitude de Zhou de parler d'une manière franche le prenait continuellement au dépourvu, même au milieu de ce succès remarquable. Zhou a partagé calmement qu'il pensait simplement être courtois,
il estimait qu'une bonne étiquette était un instinct que tout le monde devrait avoir. Même avec toutes les connaissances qu'il a acquises, Shingun a vraiment trouvé de la joie dans leur conversation. Cela a marqué la conclusion du deuxième jour de l'enquête sur le portrait de Jio. Shingun s'est immédiatement rendu chez le chef de la guilde, Bisabiol, une fois sorti de la galerie. Il a insisté fortement sur le fait que l'entité présente dans le portrait représentait une menace. Avant de demander à quelle entité Sejong faisait référence, Bisabiol a souri calmement. Donggun a tout de suite insisté qu'il parlait bien de la vie. Il racontait que Jio n'avait aucun point commun avec quiconque rencontré auparavant par l'humanité. Ces créatures ont partagé leur joie avec les habitants, qui l'ont ressenti pleinement. Par la suite, Jio a finalement accepté son existence en tant qu'être humain. Seongun ignorait si Jio croyait réellement être humain ou s'il préférait simplement y croire. Cependant, si quelque chose clochait, les répercussions risquaient d'être incalculables. Il poursuivit en précisant que Jio possède sa propre idée du bien et du mal. Selon ses propres critères, il évaluait autrui. Seongun ne parvenait pas à concevoir la réaction de Jio face à une personne véritable, car jusque-là, il n'en avait jamais rencontré. Le portrait devait être envoyé à l'association de la Hunter en tant que matériel de recherche. Bisabiol reconnut calmement qu'il avait sollicité Seongun pour parvenir à cette conclusion. Plus il recueillait d'informations sur Jio, plus sa conviction grandissait que les actions de Seongun étaient sincèrement bienveillantes. Plutôt que d'approuver le plan, il a dit à Seongun de continuer à échanger avec Jio. Ne voulant pas faire face à la frustration d'être écarté une fois de plus, il espérait que Seongun s'attacherait à lui et finirait par faire les présentations. De plus, il a demandé à Seongun de découvrir les intérêts de Jio, reconnaissant la nature profondément personnelle de cette faveur. Depuis que c'était devenu son devoir, il visait à améliorer l'objectif sans y parvenir pleinement. Bisebio ne pouvait que se demander pourquoi son personnel restait si indifférent. Xion a suggéré que le chef de la guilde avait peut-être choisi de recruter uniquement de tels individus. Tout en réfléchissant à leur conversation, Xion a compris que la fixation de Bisebio sur la collection s'étendait bien au-delà des simples objets rares. Le chef de la guilde sélectionnait, formait et réaffectait personnellement chaque membre de la guilde des collectionneurs. Cela s'appliquait aux chasseurs de tout rang. Bisabiol n'a jamais enrôlé personne sans prudence. Le simple fait d'être près de Jio pouvait submerger les chasseurs dotés d'une forte volonté, provoquant une défaillance de leur jugement. La seule déduction à laquelle Seongun est parvenu était que l'âme de Jio possédait un grade exceptionnel. Il a promis de continuer à envoyer des mises à jour fréquentes. Bisabiol l'a écarté. Quand Seongun est parti, il s'est retrouvé à se demander si le chef de la guilde avait vraiment l'intention d'annihiler le monde. Le troisième jour de l'exploration du portrait de Jio a commencé peu après. Shingun a commencé par demander si Jio avait déjà connu la solitude. Il a répondu que non. Shingun s'est excusé d'avoir posé une question aussi personnelle. Il avait deviné que Jio s'éloignait parfois du portrait pour rompre sa solitude, car seul le personnel de la galerie assistait à l'exposition. L'idée restait une pure spéculation. Jio a révélé sa préférence pour la solitude, trouvant idéal la vie dans des endroits calmes. En réponse, Xion s'est demandé si Jio n'aimait pas s'engager dans la conversation. Xion a fermement rejeté cette affirmation. Il a ajouté qu'il avait déjà consacré une partie excessive de sa vie à parler. Il avait longtemps imaginé un moment où la parole sans fin ne serait plus nécessaire. Il rêvait d'une vie exempte de discussions excessives, de lourdes responsabilités et d'anxiété sans fin. Pour lui, résider dans le portrait était le moyen idéal de combler ce désir. Xion voulait savoir si Jio avait déjà été humain. Jio le corrigea aussitôt, affirmant qu'il l'était toujours. Seongun m'a posé la question, formulée avec plus de soin, de savoir si Jio avait déjà vécu en tant qu'humain ordinaire avant d'être enfermé dans un tableau. Il avait confirmé Jio. Seongun s'est retrouvé à réfléchir davantage à cette réponse. Typiquement, les monstres humanoïdes appartenaient à deux groupes. Un groupe commençait comme des monstres et se transformait lentement en formes humaines. Certains commençaient par être humains mais fusionnaient plus tard avec la racine, se transformant en monstres avec le temps. Il m'a interrogé sur le fait que Jio fait partie de la seconde catégorie, ce qui expliquerait son insistance à se considérer comme une personne. Si c'était vrai, la situation elle-même était assez étrange. Les monstres avaient en fait gardé les souvenirs de leur vie humaine. Fréquemment dominés par des sentiments négatifs. Jio éprouvait une sérénité profonde, bien différente de celle d'une personne vivant dans la joie. Son apparence reflétait le deuil tranquille d'une personne assistant à des funérailles, déplorant silencieusement une perte. Seongun a demandé si Jio avait déjà connu l'ennui. Jio a répondu nonchalamment qu'il mangeait simplement. Seongun a été totalement stupéfait par la réponse. L'idée qu'un tableau puisse manger semblait incroyable. En regardant le visage impassible de Jio, il ne pouvait pas se l'imaginer en train de savourer un repas. Le regard de Seongun laissait deviner une personne insensible aux émotions. Pendant une fraction de seconde,
il s'est inquiété du fait que les ingrédients puissent éventuellement inclure des humains, puis, il s'est figé. Pour s'assurer, il a interrogé Géo sur ses actions. Géo a expliqué qu'il a juste cuisiné le plat qu'il avait préparé. Conçu entièrement par ses soins. Puisqu'il était un simple humain, il a hésité à consommer ça. Géo, à son tour, a trouvé la question assez bizarre. Parallèlement, Sion-gon a perçu que ce qui rend Géo humain, c'est justement l'explication. Très vite, Géo comprit à quel point Sion-gon pouvait être troublant. Il a saisi que Sion-gon cherchait à maîtriser les règles, à diriger le portrait et à connaître les possibilités internes. Fait intéressant, Géo reconnut qu'il avait éprouvé la même inquiétude. Il avait également tenté de déterminer jusqu'où allaient les capacités des portraits. Tenant cela présent, il opta pour solliciter Yu Seong-gun afin d'essayer une chose qui éveillait sa curiosité. Géo disait qu'il n'y avait pas plusieurs plaisirs, seulement une expérience possible. Seong-gun, intrigué, a interrogé sur le fonctionnement alors qu'il habitait dans le portrait. Géo a précisé qu'il nécessitait un léger appui. Seong-gun lui-même pourrait lui procurer du bonheur, il cherchait à découvrir ses désirs. Ce bonheur dont Géo parle, Xion l'a sollicité. Géo a posé une question incompréhensible. Seong-gun a été chargé de lancer un appel concernant le portrait, malgré un travail rémunéré, il s'est senti concerné. Xion a assemblé ses appareils et s'est préparé à les faire fonctionner. Géo a observé les matériaux et il a demandé si Seong-gun avait toujours étudié l'art des appareils à ses côtés. Xion a précisé qu'il a tenté de créer plusieurs objets pratiques parce que il n'a jamais saisi ce qui pouvait se passer à l'intérieur de la galerie. Être prêt à toute éventualité représentait la démarche la plus sûre, comme il l'a indiqué. Il comprit que la situation globale démontrait sans faille la valeur de cet habitant. Sans ses instruments de dessin, il n'aurait pas pu satisfaire la requête de Géo. Sion a guetté l'appel concernant le portrait. Dès qu'il a reçu l'appel, Géo a commencé à manger immédiatement. Vers ces derniers jours, Yu Zonggun est resté abasourdi après avoir vu Géo manger la pomme qui venait d'être dessinée. La pomme peinte avait même un vrai parfum et un vrai goût. Géo a expliqué calmement qu'il était un humain ordinaire, vivant à l'intérieur d'un tableau. Il pensait que, selon la même logique, vivre à l'intérieur de la peinture devait lui permettre d'accomplir de nombreuses choses extraordinaires. Chaque fois qu'il n'avait pas envie de cuisiner, il dessinait simplement un repas préparé et le mangeait. Xion s'est immédiatement rendu compte que des humains ordinaires ne pourraient jamais faire une chose pareille. Géo a accepté que Xion trouve cela étrange, voulant récompenser la gentillesse de Xion pour avoir dessiné la pomme. Géo a décidé de lui donner quelque chose en retour. Xion se demandait ce que Géo allait faire cette fois-ci. Géo s'est senti reconnaissant parce que Xion avait gentiment dessiné une pomme, même après qu'un portrait sur le mur en avait soudainement demandé une. Il a ensuite commencé à dessiner quelque chose de coloré. Géo s'est rappelé qu'après avoir ouvert les yeux à l'intérieur du portrait, il avait testé beaucoup de choses différentes. Parmi ses expériences, il a également essayé de peindre des gemmes. Il a transformé ces gemmes en peinture et les a utilisées pour ses œuvres. Les peintures et les images terminées semblaient être vivantes, à l'intérieur du portrait, où il pouvait même créer des cadavres chauds. Presque rien ne semblait impossible. À cause de cela, il est devenu curieux de savoir ce qui se passerait si ses créations se connectaient à la réalité en dehors du cadre. Il a ensuite dessiné une pierre précieuse colorée. Comme prévu, il a découvert que ses capacités n'étaient pas totalement sans restriction. Pourtant, il considérait cela comme un témoignage approprié de sa gratitude. Géo a remis la pierre précieuse à Xiong-gun en guise de cadeau de remerciement. Xiong-gun a été émerveillé de voir que la gemme avait été créée simplement en la dessinant. Il l'a examinée de près. Géo a avoué qu'il ne savait pas de quel type de gemme il s'agissait. Il pensait qu'elle devait avoir existé à l'origine très profondément sous terre, là où la chaleur était assez intense pour brûler. Elle provenait d'un endroit suffisamment proche du cœur de la planète pour avoir hérité de la chaleur de son ami. À ce moment-là, Xiong-gun est devenu certain que le portrait n'était pas un monstre. L'exploration du portrait par Géo, le 3e jour, s'est achevée. Ensuite, Xiong-gun a remis la pierre précieuse à Sabéol. Et a rapporté tout ce qu'il avait observé jusqu'à présent. Il a expliqué que la racine était une existence transcendante qui maintenait l'équilibre de chaque univers et dimension tout en créant les règles qui les régissent. Elle fonctionnait comme un royaume système, et s'imposait comme le dieu au-dessus de tous les dieux. Les donjons qui ont englouti la Terre 30 ans plus tôt étaient les histoires de nouvelles dimensions nées de la veine de la racine. Des monstres avaient émergé à l'intérieur de ces donjons de la même manière, c'était la connaissance possédée par les jardiniers. Les monstres étaient nés des donjons, les enfants de la racine étaient nés directement de la racine. Bien que leurs origines et leur nature soient complètement différentes, Géo ne ressemblait à aucun d'entre eux. Plus étonnant encore, Géo avait également créé des êtres vivants autres que lui-même.
Le temps passant, l'exploration du portrait par Gio a atteint le 6e jour. Lorsque Xianguin est revenu, il a trouvé le portrait rempli de nombreux animaux, Gio les considérait comme sa nouvelle famille. Les créatures volaient librement à l'intérieur du portrait. Xianguin s'est rendu compte que Gio les avait personnellement créés, il y en avait environ 100. Gio les a décrits comme de vraies pielettes, il imaginait qu'ils seraient insupportablement bruyants s'ils avaient réellement des cordes vocales. Les oiseaux se sont rassemblés pour former un bassin. Ils aimaient aussi placer différents objets à l'intérieur de leur corps pour se décorer, chaque oiseau avait ses propres préférences, ce qui les rendait agréables à observer. Xianguin se demandait si les oiseaux possédaient une âme. Il s'est rendu compte que c'était quelque chose que même les monstres ne pouvaient pas accomplir. Gio a avoué qu'il ne connaissait pas la réponse. Xianguin a réfléchi au fait que les enfants de la racine ne possédaient pas d'ego et ne pouvaient même pas tenir de conversation. Il ne ressentait aucune divinité de la part de Gio, ce qui rendait peu probable que Gio soit un dieu. Au lieu de cela, Xian a conclu que Gio était certainement une peinture tout en restant humain, il a reconnu Gio comme un être capable d'influencer la réalité elle-même. À travers ses dessins, Gio pouvait créer le destin, l'histoire et les souvenirs, mais savoir s'il pouvait créer de véritables êtres humains restait inconnu. Gio pensait que ce serait peut-être possible, mais que ce ne le serait peut-être pas non plus. Cependant, il n'avait aucun désir de tenter une telle chose, créer des humains lui semblait profondément troublant, il pensait que l'humanité était quelque chose de beaucoup trop spécial. Il a insisté sur le fait que lui-même n'était pas si spécial. Il a demandé à Xianguin de ne pas le considérer comme quelqu'un d'extraordinaire. Xianguin a promis de faire attention. Plus tard, Xianguin est retourné auprès de Sabiol et a discuté de ses découvertes. Il a admis que tout ce qu'il comprenait vraiment jusqu'à présent était l'histoire entourant le portrait, il n'avait toujours pas de réponse concernant ses techniques, le véritable grade de son âme ou le rôle que Geo occupait au sein de la racine, puisque Geo était une existence dont l'influence sur l'humanité restait inconnue, Xianguin pensait qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que l'association. Pour analyser le portrait de Geo, il considérait que c'était le meilleur choix pour l'humanité. Sabiol s'est contenté de sourire, il n'avait aucun intérêt à transformer le portrait en arme. Ce qu'il voulait, c'était une œuvre d'art, c'était la raison même pour laquelle il avait fondé sa guilde et son entreprise. Il a admis qu'il avait toujours sa fierté d'artiste, en tant que chasseur, en revanche, il n'avait aucune fierté. Il a expliqué qu'aucun collectionneur ne s'attendait à ce que le chef-d'œuvre d'un artisan repousse les menaces des esprits maléfiques ou apporte des rêves agréables. Il souhaitait simplement comprendre l'histoire contenue dans la peinture. Plus que tout, il voulait préserver complètement cette histoire de ses propres mains. En fin de compte, il a accepté que personne ne puisse arrêter ce qui se déroulait. Évaluant la menace, Sebel a comparé Geo à une catastrophe naturelle, dont le pouvoir dépendait d'une chance impossible, les gemmes rares et les matériaux magiques que Geo produisait. Il était amical, ce qui a amené la guilde à qualifier cette rencontre de véritable miracle. Sabi pensait que détruire un tel miracle serait une terrible erreur, expliquant qu'il s'était précipité pour acheter le tableau aux enchères afin de l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains et de provoquer une catastrophe, se détendant par la suite. Sabi a révélé que sa perception unique lui permettait de voir au-delà des apparences. Il a conclu que la meilleure approche était de traiter Geo comme une personne ordinaire parce que Geo lui-même préférait vivre ainsi. Pendant ce temps, Geo poursuivait tranquillement sa routine quotidienne paisible, préparant des repas si extraordinaires que des oiseaux d'or incandescents semblaient prendre vie à partir de sa cuisine. Sabiol a expliqué que Geo était une existence élevée sans hostilité. Louant sa gentillesse, sa patience, ses manières et sa réticence à faire du mal à quiconque malgré un pouvoir écrasant. Bien que d'autres aient eu du mal à comprendre cette conclusion. Sabiol a insisté sur le fait qu'un seul coup d'œil lui avait tout dit et a affirmé qu'une telle perspicacité était nécessaire pour diriger la guilde. À la fin de la réunion, Sabiol a confié une tâche à Xianguin. Être le compagnon de Geo sans trop creuser sa véritable nature. Il a même ordonné à Xianguin de sortir de temps en temps le tableau pour faire des promenades. Bien que stupéfait par cet ordre, Xianguin a accepté la mission et a fait confiance au jugement de Sabiol. Après le départ de Xianguin, Sabiol a réfléchi seul, révélant ses yeux mystérieux qui voyaient bien au-delà des limites normales. Son objectif ultime était simplement d'offrir à Geo le meilleur traitement possible. En marchant dans la ville tard dans la nuit, Xianguin s'est senti soulagé que Geo ne soit pas tombé entre les mains de l'association, sachant que les entités capturées étaient soumises à de cruelles expériences. Des souvenirs des jardins sacrés sont revenus, où des jardiniers choisis s'associaient à des entités d'origine pour réduire les menaces des donjons. Ces expériences avaient créé des liens affectifs profonds avec les jardins magiques. En passant devant un stand de nourriture de rue,
Xiangan s'est rappelé l'amour de Gio pour la nourriture et a acheté des collations traditionnelles, décidant de traiter Gio comme une personne ordinaire. Il est retourné à la galerie avec les douceurs, de retour au sous-sol. Xiangan a demandé l'âge de Gio à tout hasard, Gio a révélé qu'il avait 29 ans, ce qui a surpris Xiangan. Qui en avait 33, Xiangan a admis qu'il s'attendait à ce que quelqu'un dans la position de Gio soit beaucoup plus âgé. Puis s'est rapidement excusé après avoir réalisé que le commentaire semblait maladroit. Gio a semblé légèrement vexé qu'on le pense plus âgé qu'il ne l'était. Mais la conversation s'est rapidement rétablie. Gio a ensuite demandé l'âge de Xiangan et a complimenté son apparence jeune. Leur conversation est devenue de plus en plus naturelle. Xiangan lui a offert les collations. Puisque Gio était plus jeune, il a suggéré d'abandonner le langage formel. Et Xiangan a accepté joyeusement, rendant leur amitié beaucoup plus confortable. Au 17e jour de l'enquête, Xiangan avait appris que les jardins sacrés étaient des éléments essentiels de l'équilibre du monde. Gio a loué le travail difficile du jardinier et a fait preuve d'empathie envers le fardeau qu'il portait. Xiangan a expliqué que ceux qui étaient choisis pour ce rôle n'avaient d'autre choix que de l'accepter. Avant de terminer leur conversation, Xiangan a tendu à Gio une bourse de graines rares, même après de nombreux jours passés ensemble. Voir la main de Gio s'étendre depuis le tableau le surprenait toujours. Remarquant sa réaction, Gio s'est gentiment enquis de l'état de Xiangan. Xiangan l'a rassuré en disant qu'il allait bien et s'est facilement adapté à cette scène étrange. Tandis que Xiangan parlait avec affection de la beauté des vastes jardins magiques. Gio écoutait en silence et comprenait le poids de ses responsabilités. Xiangan sentait que Gio comprenait vraiment ses difficultés. Ailleurs, Sabiol a laissé entendre que ses plans allaient bien au-delà de ce que quiconque imaginait. De retour dans la galerie, Xiangan a poliment invité Gio à quitter la peinture pour une courte visite touristique à l'extérieur. Gio a été surpris par cette invitation inattendue, mais a confirmé calmement qu'il s'agissait simplement d'une sortie décontractée. Sabiol explique qu'inviter une entité liée à l'origine dans la réalité est extrêmement dangereux parce que personne ne connaît les véritables limites des pouvoirs du mystérieux artiste. Comme il est impossible de l'éliminer, il décide de l'observer dès le début. De retour dans le chat, Songjin propose de guider personnellement Gio à travers la société moderne. Pensant qu'il est enfin temps de faire un pas en arrière dans le monde réel, Gio accepte. Et il commence à planifier le meilleur moment pour se rencontrer, à l'intérieur de la peinture. Gio place le bijou à côté de son oiseau magique tout en avouant qu'il est mentalement épuisé. Se rappelant comment tout le monde à l'extérieur s'est figé de peur simplement en le regardant. Il réalise que ses pouvoirs écrasants déforment la réalité elle-même. Les gens ne pouvaient même pas le percevoir correctement en raison du fossé massif entre son existence et celle des humains ordinaires. Bien que leur réaction terrifiée les surprit, il refuse de se laisser perturber. Tout en arrosant ses cultures, Gio décide de résoudre ce problème de perception avant de rencontrer l'enquêteur. Après avoir terminé son travail, il admire fièrement son magnifique jardin, satisfait que tous ses efforts aient porté leurs fruits. En se nettoyant, il félicite de manière ludique son oiseau d'or d'être si adorable. Contrairement aux oiseaux ordinaires, celui-ci le comprend clairement. Il décide donc qu'il mérite un vrai nom. Sa première idée, Golden Boy, fait immédiatement grimacer l'oiseau et lui. Embarrassé, il rit de lui-même avant de choisir le nom de Yoni à la place. L'oiseau heureux se frotte contre son visage, faisant sourire Gio qui le remercie d'avoir accepté un nom aussi simple. En retournant à la cabane, Gio termine la dernière peinture avant de prendre enfin un repos bien mérité. Alors qu'il peint un océan violent, le système s'active soudainement et commence à chercher une dimension correspondante. Des visions étranges de mondes en ruine, de silhouettes sombrées, d'un démon terrifiant défile devant ses yeux. Quelques instants plus tard, le système parvient à relier la peinture à sa dimension correcte. Complètement épuisé, Gio s'effondre sur son lit et s'endort. Le lendemain matin, Gio se réveille reposé, pour découvrir qu'une fenêtre de notification géante l'attend. Curieux, il consulte le système et découvre que sa peinture d'océan a été officiellement nommée mer respirante. Le système a également nommé automatiquement toutes ses autres œuvres terminées. En lisant plus loin, Gio apprend que chaque peinture peut se connecter à une autre dimension grâce à un joueur compatible. Ne sachant pas si c'est vraiment sûr, il hésite pendant que Yoni se pose sur son épaule. Le calmant, bientôt, sa curiosité l'emporte. Et il commence à explorer la fonctionnalité. Le menu d'aide explique qu'un joueur compatible sert de guide à travers des dimensions inexplorées.
Le système sélectionne automatiquement quelqu'un dont les traits fondamentaux correspondent parfaitement à ceux de Gio, lui permettant d'habiter temporairement le corps de cette personne. Avec sa permission. En parcourant les candidats suggérés, Giovanni et Ergo, Gio plaisante d'abord en disant que le système s'est contenté de faire correspondre des noms similaires, avant de réaliser qu'il a probablement effectué une recherche de compatibilité bien plus profonde. Excité par les possibilités infinies, il sent qu'il ne s'ennuiera plus jamais. Son attention se porte ensuite sur la peinture de la ville sombre qu'il a créée. À sa grande surprise, le système l'avertit que ce monde n'existe pas réellement. Ce qui signifie que Gio a accidentellement créé une toute nouvelle dimension à partir de rien, acceptant le défi. Gio plaisante sur le fait que sa vie paisible ne cesse de tourner au chaos, à ce moment précis. Un autre rappel apparaît concernant la résolution de son problème de perception. Souriant avec confiance, il décide que c'est l'occasion parfaite pour tout tester. Gio sélectionne Giovanni comme joueur compatible et commence le transfert dimensionnel, disant à Ioni de lui faire confiance. Pendant le voyage, il se plaint de la téléportation mouvementée. Remarquant que son oiseau a disparu, après son arrivée, Gio se retrouve dans un monde blanc et silencieux, ressemblant à un hôpital abandonné. Soudain, un bel homme blond aux cheveux longs s'approche avec une présence noble et élégante. Gio reste sans voix lorsqu'il réalise que l'inconnu lui ressemble exactement. Souriant chaleureusement, l'homme mystérieux se présente comme étant Giovanni du prestigieux clan Batelin.